Chers amis, bonjour. Derrière moi, le quartier de la Défense, près de Paris. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que mes parents se sont installés lorsqu'ils sont arrivés en France. Quasiment aucune des tours que vous voyez derrière moi n'existait lorsque nous sommes arrivés. Dans ma chambre d'enfant, de ma fenêtre, j'ai observé ce quartier naître. J'ai vu toutes ces tours pousser les unes après les autres comme des champignons. J'ai vu ce quartier s'imposer peu à peu comme le centre de gravité de ce qu'il convenait d'appeler d'ores et déjà la révolution industrielle, et en particulier la révolution informatique. J'ai grandi dans ce quartier qui était tourné vers l'avenir. Mon école d'ailleurs portait un nom qui était le nom maternel 2000. 2000, c'était ce qu'on utilisait à l'époque pour parler d'avenir, pour parler de futur. Et je me souviens d'ailleurs, en dernière section de maternelle, nous avons tous les enfants, du haut de nos 5 ans, réalisé un exposé sur ce qui était à l'époque une fierté nationale, c'est-à-dire l'arrivée imminente du TGV. Voilà la France que j'ai connue quand j'étais enfant. Voilà cette France, l'idée que je me suis forgée de notre pays. Un pays audacieux, un pays grand, un pays tourné vers l'avenir, un pays conquérant. Sauf que, hélas, depuis maintenant quelques décennies, tout se passe comme si la France avait renoncé à son esprit de conquête. Notre pays ne semble plus gouverné, il est administré. Plus aucune grande idée se dégage de l'action publique. Et pourtant, de tout temps, l'esprit de conquête a fait partie de l'ADN de la France. Je vais vous donner une métaphore historique qui est extrêmement intéressante et qui vous permettra d'ailleurs peut-être de comprendre ce qui m'anime d'un point de vue politique. Est-ce que vous connaissez la forêt des Landes ? La forêt des Landes, une forêt qui occupe plus de 1 million de kilomètres carrés dans le sud-ouest de la France. 250 km de haut, 130 km de large. La plus grande forêt d'Europe. Eh bien, saviez-vous que cette forêt n'est pas une forêt naturelle, mais une forêt qui a été construite de toutes pièces suite à une volonté politique. Quel était le contexte de l'époque ? Vous aviez tout le sud-ouest de la France qui était enfoncé dans des terres marécageuses, ce qui posait énormément d'eau, et ça posait un véritable problème de santé publique, notamment avec l'arrivée de moustiques massifs. Parallèlement à ça, à l'ouest, les dunes menaçaient d'envahir progressivement le territoire. Donc véritable problème. Et là, le gouvernement politique de l'époque, incarné par Napoléon III, décide de faire du sud-ouest une cause nationale. Et il a signé un décret, c'est la fameuse loi du 19 juin 1857. Et la méthode est extrêmement intéressante. Napoléon III désigne un expert, Jules Chambrelan, ingénieur des ponts et chaussées, qui réunit les meilleurs spécialistes, notamment agronomes, que la France peut compter, pour leur demander de trouver une solution. Quelques mois plus tard, après quelques expérimentations, une solution est apportée. Le fait de planter des pins dans cette région-là permettrait d'une part d'assécher le sol et d'autre part de constituer une barrière naturelle contre les dunes. Ouais, mais seulement voilà, planter des pins sur 1 million de kilomètres carrés, comment faire ? Et c'est là où la méthode est extrêmement intéressante. Plutôt que de tout piloter de Paris, avec une volonté impériale qui consiste à dire « nous allons planter des pins maritimes partout sur le territoire de l'Aquitaine ». Non, il a été organisé une formidable œuvre de décentralisation où chaque maire de la région a eu la responsabilité de privatiser un certain nombre de parcelles de terre avec donc un prix absolument dérisoire, avec un cahier des charges précis qui consistait à planter des pins maritimes selon un certain cahier des charges, notamment un pin tous les X mètres. Et donc c'est ce qui fait que donc il y a eu cet appel à candidature, et c'est ce qui fait qu'en 10 ans, en ayant privatisé toutes les parcelles de terre de la région et en s'appuyant sur les forces vives que compte la région, c'est-à-dire les collectivités locales, les maires et les entrepreneurs territoriaux, eh bien, en 10 ans, s'est constituée la plus grande forêt d'Europe. Ce qui est aujourd'hui, ce qui fait de la France encore aujourd'hui l'un des plus grands acteurs mondiaux du bois, ce qui représente aujourd'hui encore 13% de l'emploi industriel de la région aquitaine, et qui fait aujourd'hui toute la spécificité de cette région fantastique qui s'appelle
les Landes. Tout ça à partir d'un problème politique, enfin d'un problème réel, identifié, d'une cause nationale et d'une volonté politique importante et de la nécessité et de la volonté de s'appuyer sur les forces vives du terrain pour la mettre en œuvre. En voilà une fantastique conquête que la France a pu mener dans le 19e siècle. Et aujourd'hui alors, quelles sont symboliquement les nouvelles forêts des Landes? Parce que la France n'est pas la France sans la grandeur, sans l'esprit de conquête. Et donc nous devons avoir nos forêts des Landes du 21e siècle. Eh bien j'en vois plusieurs. La première, le premier levier de conquête que nous devrions explorer, c'est la mer. Oui, la mer. On l'oublie trop souvent, mais la France est la deuxième puissance maritime du monde. La France de la terre et la France de la mer, c'est un pays géographiquement plus grand que la Chine. Alors arrêtons de dire que la France est un petit pays. Non, la France est un grand pays, et y compris d'un point de vue géographique, et grâce à la mer. Et là, le potentiel économique qu'il y a derrière, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la recherche, dans le secteur de la pêche, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. L'économie de la mer peut tirer une grande partie de la dynamique économique française. Et donc nous avons le devoir d'investir dessus et de lancer un plan mer qui soit extrêmement ambitieux et qui fasse date dans l'histoire de France. Mais il y en a d'autres, des forêts des Landes à conquérir. Une autre par exemple, c'est la francophonie. La francophonie, vous savez, à horizon 2050, 1 milliard d'êtres humains parleront le français, notamment grâce à l'Afrique, continent qui connaît la croissance démographique et la croissance économique la plus forte. Quelle influence économique, diplomatique, culturelle nous pourrions atteindre si nous savons accompagner ce développement fantastique de la francophonie en nous affranchissant de toutes les fausses considérations liées à notre passé colonial. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de co-construire un avenir ambitieux et radieux avec des pays qui parlent la même langue que nous. Oui, ça, c'est une autre forêt des Landes à conquérir. Mais je peux vous en donner d'autres. L'énergie, par exemple. Alors, la France a réussi sa première révolution énergétique grâce au nucléaire. Mais est-ce que le nucléaire est une énergie idéale et en phase avec les aspirations du XXIe siècle? Je ne crois pas. Et sans dogme et de façon extrêmement pragmatique, il n'est pas compliqué de voir qu'aujourd'hui, l'énergie produite par exemple, le soleil coûte moins cher qu'une énergie produite par le nucléaire. Alors, je parle évidemment d'une nouvelle centrale solaire versus une nouvelle centrale nucléaire. 104 € le mégawattheure produit par l'usine de Cestas en Gironde, qui est une usine d'énergie solaire, versus 112 € le mégawattheure pour les nouveaux EPR nucléaires. Ce qui veut vraiment dire qu'aujourd'hui, le solaire coûte moins cher que le nucléaire. Alors évidemment, quand on compare avec le nucléaire nos centrales actuelles qui sont déjà amorties, oui, ça ne fait pas le poids. Mais la question du renouvellement de notre parc nucléaire va se poser dans les 10 à 15 prochaines années. Et dans ce contexte-là, le nucléaire n'est plus compétitif par rapport aux autres énergies. Et donc là aussi, nous avons une nouvelle forêt des Landes à conquérir. Alors il y a des conquêtes aussi qui sont des conquêtes peut-être un petit peu plus défensives. Je pense par exemple au numérique. Aujourd'hui, le numérique qui est un nouvel univers qui a fait tomber un très grand nombre de frontières, qui fait que le monde s'est globalisé à une vitesse immense, sauf qu'aujourd'hui, la France est devenue une colonie des GAFA. Les GAFA, ce sont les 4 plus grandes entreprises numériques, Google, Amazon, Facebook et Apple. On pourrait rajouter aussi Microsoft. Nous sommes tous autant que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de devenir des colonies numériques des GAFAM. Et là, nous avons un enjeu géostratégique extrêmement important, un enjeu de souveraineté, notamment lié à la possession de nos données. Qui contrôle nos données? Nos données individuelles, nos données de santé, mais aussi nos données géostratégiques. Et là aussi, il y a une nouvelle forêt des Landes à conquérir. Toujours une autre conquête, mais une conquête défensive aussi, l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas de la science-fiction, hein.
L'intelligence artificielle, vous avez l'intelligence artificielle faible, vous avez l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle forte, c'est l'intelligence artificielle de la singularité, c'est-à-dire celle où les machines deviendront plus intelligentes que les hommes. Là, on parle de 2050 minimum. Non, parlont de l'intelligence artificielle faible. Ben, nous la connaissons d'ores et déjà aujourd'hui. Elle est incarnée, elle est représentée, en particulier par les robots, qui ont un impact sur notre quotidien, ne serait-ce que pour une seule chose, c'est qu'ils vont, dans les années à venir, occuper de plus en plus d'emplois qui sont aujourd'hui occupés par des êtres humains, par des femmes et par des hommes, et dans divers types de métiers, et y compris des métiers dits tertiaires, comme des métiers de comptables, comme des métiers d'assistants, ou même dans la médecine. On parle aujourd'hui de robots anesthésiques pour remplacer les médecins anesthésistes par exemple, ou de robots infirmiers. C'est une réalité. Et cette conquête-là, qui est une conquête défensive, nous devons la mener pour que la France ne soit pas la grande perdante de cette révolution technologique, mais qu'elle puisse au contraire s'appuyer dessus pour inventer, pour construire un nouveau modèle de société, voire de civilisation. Alors, là, vous avez vu toutes les nouvelles forêts des Landes que nous pourrions conquérir. Mais évidemment, pour conquérir toutes ces forêts des Landes, il y a des préalables. Le premier préalable, c'est de moderniser nos institutions pour que l'exercice du pouvoir soit en phase avec les exigences de l'époque, transparent, moderne, avec une société civile beaucoup plus responsable, et puis surtout la fin d'une hérésie qui est la professionnalisation à vie de la politique. Oui, la politique ne doit pas être un métier à vie. Ça, c'est le premier préalable. Deuxième préalable, c'est de faire en sorte que notre État, que l'État ne soit plus un État obèse, que l'État soit beaucoup plus agile, que l'État soit beaucoup plus light. Et donc se pose évidemment la question de la réforme de l'État et de la réduction de nos dépenses publiques. Parce qu'aujourd'hui, quand la France doit emprunter 400 millions d'euros sur les marchés quotidiennement pour assurer son train de vie, eh bien cela ne peut pas marcher. Troisième préalable à ces nouvelles conquêtes, être fier de ce qu'est la France, de ses racines, de son histoire, de ses valeurs. On ne construit pas l'avenir dans la renonciation du passé. Une chose est d'avoir des ailes, une autre chose est d'avoir des racines. Et ça, c'est absolument essentiel, c'est fondamental. Et enfin, quatrième préalable, la base de tout contrat social, la base de toute action politique, la base de tout ce qui constitue une démocratie, c'est la sécurité physique des personnes. Et évidemment, rien ne peut avoir lieu si la sécurité physique des Français n'est pas assurée. Et donc c'est la raison pour laquelle le militaire, tout ce qui relève du régalien, police, justice, militaire, eh bien ça doit être une priorité, notamment une priorité budgétaire. Aujourd'hui, le régalien, encore une fois, police, justice, armée, ne représente que 2,5% de notre produit intérieur brut. Ce n'est pas tenable. Il est impossible d'engager la France sur de très grandes conquêtes et de conquérir symboliquement de nouvelles forêts des Landes si la sécurité territoriale et l'intégrité territoriale de la France n'est pas assurée. Alors voyez-vous, que de belles conquêtes à mener dans le domaine des biotechnologies, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans la mer, dans la francophonie, et que de nécessité pour nous, pour pouvoir les mener, que de moderniser nos institutions, que d'alléger notre État, que d'affirmer nos valeurs et que d'assurer notre sécurité physique. Tout ce que je viens de vous exposer ici, mes amis, c'est la colonne vertébrale de mon engagement politique. C'est une ligne de conduite dont je ne sortirai pas, qui m'anime et qui m'habite depuis maintenant des années. Et je le défendrai dans les prochains mois, dans les prochaines années, de toutes les manières possibles, parce que la France n'est pas la France sans la grandeur et sans l'esprit de conquête. Voilà, chers amis, je vous invite à partager cette vidéo si vous êtes d'accord avec les propos que je viens d'y tenir. Je vous invite à me rejoindre sur le site internet du mouvement Objectif France, sur les réseaux sociaux également, Rafik Smati, sur Facebook et sur Twitter. À très vite. Merci.